Il a dit que Raka n'était pas très douée pour exprimer ses émotions, mais il était sûr que sa belle-fille, c'est-à-dire elle, aimait Raka. La blonde décida d'abord de dissiper le malentendu et expliqua au plus jeune qu'il n'y avait rien entre elle et son frère. Le garçon a supposé, à en juger par le visage rouge de sa belle-fille, qu'elle avait également des sentiments pour son frère. Malgré toutes les excuses de Maya, Delkin a affirmé qu'il n'avait jamais vu son frère regarder quelqu'un comme il la regardait. Maya a répété que le garçon avait visiblement tout mal compris. Il a répondu qu'il avait vu cela dans des livres. La brune a certainement remarqué les étincelles de sentiment dans leurs yeux, donc les aînés ne pouvaient pas le tromper avec leurs mots. Il comprenait que sa belle-fille était en colère, mais le garçon la supplia de pardonner au moins une fois à son frère aîné. Malgré les malentendus avec Raka, jusqu'à présent, la personne la plus difficile à laquelle elle a dû faire face est Delcaïn. Lorsque Raka atteignit le bon endroit dans la forêt, il découvrit que son jeune frère avait raison et que toutes les fleurs s'étaient fanées. C'était un gros problème pour lui. Il n'avait jamais rencontré auparavant l'absence totale de fleurs chez Shakira. La fleur appartenait à la famille impériale, il n'avait donc pas d'autre choix que de l'obtenir secrètement. Le gars voulait chercher un peu plus longtemps, mais il entendit des voix d'hommes non loin de lui. Il cherchait aussi des fleurs. C'étaient des chevaliers impériaux. Ils avaient besoin des fleurs de Shakira, car la cérémonie de bénédiction avait été interrompue. La brune remarqua que la forêt était étrangement calme ces derniers temps. Apparemment, l'empereur préparait secrètement quelque chose avec le temple. Les chevaliers découvrirent qu'il n'y avait pas de fleurs comme les prêtres l'avaient annoncé. Alors, ils se préparèrent à partir. Raka, caché derrière un arbre, décida à ce moment-là de réfléchir à tout ce qu'il avait entendu de la part des chevaliers. Il apprit d'abord que l'empereur était arrivé au temple pour effectuer une cérémonie de bénédiction, mais qu'elle avait dû être interrompue. Deuxièmement, l'emplacement des fleurs de Shakira n'avait rien à voir avec la famille impériale, et quelque chose d'autre s'est produit. Troisièmement, il n'y avait aucune fleur qui fleurissait ici pour le moment, et il devait trouver une solution. Dans ce cas, Maya, qui avait les mêmes capacités que les fleurs de Shakira, était vraiment nécessaire à lui. Au cas où, il voulait l'empêcher de quitter son travail de nounou, mais finalement tout s'est bien passé et c'était pour le mieux. Certes, un autre obstacle se dressait désormais pour Raki. Pourquoi se sentait-il si bien avec la fille? Cela le rendit méfiant. Être près d'elle était comme l'effet de la fleur de Shakira. Il avait l'impression de perdre toute son énergie. Son esprit et son corps, hors de contrôle, voulaient être près d'elle. Peut-être que le contact est une sorte de médiation. Chaque fois que Rak parlait de toucher, une personne en particulier lui venait immédiatement à l'esprit. Il pensait à Reina Adrienne. C'était aussi une fille qui pouvait endormir quelqu'un d'un simple toucher. Il a pu la retrouver après une longue enquête, mais Maya était différente de la Reina qu'il connaissait. Il ne pouvait pas la laisser partir. Le duc devait maintenant acheter des vêtements à la blonde dans la colonie la plus proche. Comme les vêtements de Maya étaient là déchirés et qu'elle n'en avait pas d'autres, Raka estimait qu'il était de son devoir de subvenir à ses besoins. Pendant que la fille attendait le retour de Raki, elle se sentit très fatiguée et pensa à faire une sieste. Elle s'est endormie assez rapidement, et lorsque Raka est rentré à la maison, il l'a remarquée en train de dormir sur la table dans le couloir. Essayant de ne pas faire de bruit et de ne pas déranger le sommeil de la jeune fille, le jeune homme s'assit prudemment à côté d'elle. Il a soutenu sa tête avec sa main et a espéré que la fille pourrait se reposer et passer une bonne nuit de sommeil. Le gars ne pouvait pas croire qu'il avait besoin de cette femme, même sans connaître sa véritable identité. Après un moment, Delkin regarda dans la pièce pour s'assurer que son frère était déjà revenu de sa promenade. Raka a demandé au plus jeune si Maya avait fait quelque chose de suspect pendant son absence, et Delkin a dit non. La brune a également demandé si Aïcha était toujours en colère contre lui, et la réponse a été son cri de colère depuis la pièce voisine. La porte, qui était restée ouverte jusqu'à ce moment-là, s'est fermée. Delkin pensait que c'était pour ne pas réveiller la prêtresse. Delkin était une fois de plus convaincu que son frère aimait cette fille, car il tenait beaucoup à elle. Raka a informé le plus jeune qu'il partirait pour la maison le lendemain matin. Delkin hocha la tête et entra dans la pièce pour dormir. Caché derrière la porte, il pensait que, comme il l'avait lu dans le livre, au début de leur voyage, les amoureux auraient dû être seuls plus souvent. Donc le garçon ne voulait pas vraiment dormir. Il a juste permis à son frère et à la prêtresse d'avoir un peu d'intimité et de passer un bon moment ensemble. Le reste de la journée s'est écoulé sans que personne ne s'en aperçoive, et lorsque Maya s'est réveillée, il faisait déjà nuit dehors et il n'y avait personne aux alentours. La fille s'est réchauffée.
Elle avait l'impression de s'être allongée seulement 1 minute, mais elle a fini par dormir la moitié de la journée. Elle a remarqué que quelqu'un l'avait couverte pendant qu'elle dormait. Ce devait être le bienveillant Delquin. Soudain, Raka est venu vers elle et lui a dit d'entrer dans la pièce. Maya a supposé que c'était parce que quelqu'un était venu vers eux, mais la brune a dit que personne ne connaissait cet endroit. Pour arriver ici, il fallait traverser la forêt. Cependant, quelqu'un est venu et ces gens avaient manifestement un plan. Maya décida de prendre une poêle à frire avec elle au cas où et se rendit docilement dans la pièce voisine. Elle s'appuya contre la porte fermée et essaya d'entendre qui était venu chez eux et pourquoi. C'étaient des chevaliers impériaux. Raka leur ouvrit la porte et ils s'excusèrent de le déranger à une heure aussi tardive. Le gars a répondu sévèrement que s'ils étaient désolés, ils devraient alors sortir de là rapidement et ne pas lui causer de problème. Il dit qu'il n'y avait rien à voir ici et voulait fermer la porte, mais les chevaliers l'en empêchèrent. Il voulait lui demander quelque chose. L'un des chevaliers a demandé si Raka avait vu ici une femme aux cheveux blonds et aux yeux bleus. En entendant cela, Maya se figea sur place. Est-ce qu'il l'a cherchée? Mais Raka leur dit qu'il n'avait jamais rencontré une telle fille. Les chevaliers aimeraient également inspecter la maison en personne. Mais le duc était contre le fait qu'ils entrent par effraction sans permission. En réponse, les hommes lui ont remis des papiers portant l'autorisation écrite de l'empereur pour inspecter les maisons des citoyens. Alors, sans plus attendre, les 3 chevaliers entrèrent dans la maison et promirent que l'inspection du bâtiment serait rapide. Maya tremblait de partout de peur. Un faux mouvement, et elle aurait pu être éliminée. Elle ne pouvait pas faire d'erreur, c'était impossible. Les jeunes hommes ont regardé autour de presque toute la maison, puis se sont arrêtés près de la chambre des jumeaux. Raka a dit qu'il valait mieux qu'il ne l'ouvre pas. Maya entendit les cris indignés d'Aïcha. Apparemment, les chevaliers ont finalement ouvert la porte et sont tombés sur des hommes d'affaires impolis. Réalisant que les chevaliers allèrent bientôt atteindre sa chambre, la sainte décida de grimper sur le lit et de se cacher sous la couverture. Elle le fit, mais ne réussit à passer que quelques instants dans sa cachette lorsqu'elle entendit les cris de Delquin. L'un des chevaliers attrapa le garçon, qui se contracta et mordit désespérément, essayant d'échapper à la forte emprise de l'homme. Perdant son sang-froid, le chevalier lui dit d'être un bon garçon et de rester tranquille, et il appela également l'enfant un morveux. Et à ce moment-là, Maya s'est soudainement précipitée hors de la pièce, frappant le chevalier à la tête par derrière avec une poêle à frire. La fille voulait protéger le garçon et n'était pas contente de ses actes, mais les enfants, au contraire, pensaient qu'elle était très cool. Ils ont exprimé leur admiration pour le courage de la blonde, ce qui a rendu la jeune fille encore plus mal à l'aise. Les 2 autres chevaliers d'Entia avaient déjà été éliminés. Il était donc temps de partir, tant qu'il en avait encore l'occasion. Il valait mieux ne pas tarder, car les hommes pouvaient revenir à la raison à tout moment, et ils auraient alors des ennuis. Les anciens et les enfants changèrent rapidement de vêtements, rassemblèrent leurs affaires et montèrent dans la voiture de Raki, qu'il avait ordonné aux serviteurs d'amener à l'avance. Pendant qu'ils voyageaient dans la calèche, les enfants continuaient d'admirer le coup de la fille, disant qu'utiliser la poêle à frire était une bonne idée. Elle a honnêtement admis qu'elle-même ne comprenait pas vraiment comment elle y parvenait. Apparemment, le désir de protéger Delcaïn était tout simplement grand. Interrompant la conversation frivole de la prêtresse avec les enfants, le Raka lui demanda pourquoi les chevaliers impériaux la recherchaient. La brune rapporta les paroles des chevaliers, selon lesquelles ils cherchaient une blonde aux yeux bleus dans ces régions. Ce n'était pas une coïncidence, mais la blonde insista sur le contraire, affirmant que ce n'était qu'une coïncidence. Elle espérait que Raka la croirait. Au même moment, les enfants exprimèrent leur mécontentement face au fait que le frère aîné effrayait la prêtresse avec ses questions étranges. La fille a trouvé très mignon que les enfants aient décidé de la défendre et de la protéger. Et Aïcha a même demandé que Maya n'épouse pas son frère, mais lui appartienne, ce qui a grandement surpris la prêtresse. La fille pensait qu'elle venait de dire quelque chose de vraiment cool, mais Delquin pensait que la demande de sa sœur était stupide. Aïcha a essayé de prouver que la blonde était de toute façon la sienne, puisque c'était la brune qui avait d'abord embauché la fille pour ce travail. La fille a demandé si Maya pensait la même chose. Elle a accepté avec hésitation que l'homme embauché appartenait à l'employeur. Mais cette formalité ne suffisait pas à la brune. Elle voulait que Maya soit complètement à elle. Elle n'a jamais abandonné ce qui était à elle. Maya pensait que Raka avait auparavant été l'incarnation de l'obsession pour elle, mais Aïcha l'effrayait désormais davantage. À ce moment-là, le duc intervint dans la conversation et dit à sa sœur qu'il n'avait aucune intention de lui enlever qui que ce soit.
Aïcha devait simplement évaluer son adversaire maintenant, puisque seule Raka avait la capacité d'embaucher pleinement quelqu'un. La fille a dit qu'elle avait été la première à dire qu'elle voulait embaucher Maya, ce qui signifiait qu'elle lui appartenait. Mais Raka n'était pas d'accord. Il a dit à sa sœur que dans ce cas, elle aurait dû essayer de s'assurer que Maya ne lui soit pas enlevée, ce qui était possible. En écoutant toutes ces querelles et le fait qu'Aintia la divisait littéralement, Maya eut soudain envie de sauter hors de la voiture. Pendant la nuit, toute cette compagnie atteignit le château, et le lendemain, Raka était déjà occupée avec ses affaires et son travail. Il ne pouvait s'empêcher de penser que la fille était en quelque sorte liée à la famille impériale, puisqu'il la recherchait. Compte tenu des circonstances, cela était certainement lié à ses capacités, qui étaient identiques à celles de la fleur de Shakira. Il devait remplir le contrat et embaucher Maya le plus tôt possible. Il ne pouvait pas les laisser la lui enlever. Surtout maintenant, alors qu'il n'y avait plus de fleur Shakira, la fille et ses capacités ont acquis une valeur encore plus grande. Le gars a rédigé le document d'embauche assez rapidement et l'a soigneusement vérifié pour détecter les erreurs. À ce moment-là, Shirom, l'assistant du duc, entra dans le bureau de Raki et s'excusa d'être un peu en retard. La brune remarqua avec détachement que Shirom semblait s'être détendu pendant que Raki était loin du château, mais il n'était pas d'accord. Shirom a juré que, comme toujours, il avait rempli ses obligations initiales et qu'il n'avait aucun problème avec cela. Raka a demandé au gars après cela s'il y avait des nouvelles de la famille impériale. Shirom a répondu qu'il y avait quelque chose. Depuis hier, des rumeurs se répandent selon lesquelles la fille du dieu serait apparue dans le temple de Téritos et qu'elle aurait montré des pouvoirs. Le gars ne se souvenait pas exactement, mais il a dit qu'il pensait que le nom de la fille était Maya. La brune demanda au serviteur quelle capacité possédait cette Maya pour qu'elle puisse être appelée la fille de Dieu. Shirom ne le savait pas, alors la brune l'a envoyé enquêter sur l'affaire et ensuite rapporter l'information au duc. Raka lui a également dit de tout découvrir sur la femme qui les accompagnait, mais de le faire en secret. Shirom accepta ses tâches et était sur le point de partir, mais le duc l'arrêta, car il se souvenait d'une autre chose. Raka a demandé au gars de dire à la blonde de venir à son bureau immédiatement pour discuter. Le jeune homme hocha la tête et partit, et Aintia relut une dernière fois le document qu'il avait rédigé, se demandant si cela suffisait pour un contrat. Soudain, il se souvint d'une autre clause qu'il avait oublié d'ajouter au contrat, et commença à la corriger. Il a écrit que le salaire de Maya serait de 1500 kerks, mais que la travailleuse devrait coucher avec l'employeur chaque nuit. Lorsque la jeune fille s'est rendue au bureau de la brune, il lui a immédiatement donné le contrat rédigé pour qu'elle l'examine. Elle était folle de joie quand elle l'a lu, et a vu à quel point son salaire serait élevé. Le gars a demandé en plaisantant si le salaire était trop petit, ce à quoi la fille a rapidement répondu que ce n'était pas le cas. Cela a également rendu Raki heureuse. Il a demandé à la jeune fille si elle avait lu les termes et conditions dans leur intégralité et si elle était prête à discuter des détails du contrat. Elle parcourut à nouveau le document des yeux. Tout s'est déroulé comme convenu initialement, sauf sur un point. Elle a demandé à Raki ce que signifiait la dernière clause de leur accord. Il a répondu que c'était exactement ce qui était écrit. La jeune fille fut surprise par la condition selon laquelle elle devrait dormir avec le duc chaque nuit. Elle ne serait jamais d'accord. Le jeune homme s'est soudainement levé de table et a demandé à la fille de lui rendre le document, car il avait oublié d'y ajouter autre chose. Maya était outrée par la dernière condition, car elle avait été embauchée comme nounou pour les jumeaux, pas pour le duc. Le gars a répondu qu'il était au courant. Mais alors pourquoi ce point était-il différent de ce dont lui et Maya avaient initialement parlé? Raka a admis qu'il était désespéré d'avoir une fille, et c'est pourquoi il a ajouté cette clause au contrat. La blonde a dit qu'elle ne pouvait rien faire pour le duc, mais il n'était pas d'accord, car elle le pouvait vraiment. La jeune fille devenait folle et ne comprenait pas pourquoi le duc avait besoin d'elle au milieu de la nuit, et pourquoi il lui parlait par énigme. Avait-il vraiment besoin d'elle pour servir les désirs du duc la nuit? Comment osait-il lui offrir une telle chose? Elle répondit assez sèchement qu'elle ne pouvait pas participer au service de nuit du duc, et il fut surpris par ses étranges pensées. La jeune fille ne comprenait pas quelle autre raison pouvait expliquer ce point, si maintenant elle se trompait dans ses suppositions. Il lui a dit qu'il avait oublié d'écrire dans la clause qu'ils devraient seulement se tenir la main quand ils iraient au lit. Mais la blonde pensait toujours qu'après s'être tenu la main, le duc pourrait exiger des câlins et des bisous. Se prenant dans de telles pensées éhontées, Maya essaya de se débarrasser de ces absurdités qui s'étaient installées dans sa tête. Pour dissuader le duc d'agir ainsi, la jeune fille dit qu'elle ne se laverait pas avant de se coucher
et qu'elle se laverait les cheveux une fois par semaine. Mais contrairement à ce que Maya s'attendait à voir, Raka a dit qu'il n'y avait aucun problème, il respectait ses besoins. Elle a ensuite dit qu'elle avait de terribles habitudes de sommeil. Elle criait, ronflait, grinçait des dents et parlait dans son sommeil. Elle a également ajouté qu'elle bavait constamment dans son sommeil, essayant de repousser la brune avec ce mensonge. Maya espérait qu'après cela, le gars perdrait l'envie de coucher avec elle et qu'il annulerait rapidement le dernier point. Elle a dit qu'elle ne voulait apparemment pas causer de désagrément au duc, mais il a accepté de coucher avec elle même avec toutes ses nuances. La fille ne comprenait pas pourquoi. La brune répondit honnêtement qu'il avait besoin de la capacité que Maya cachait. Il avait deviné dès le début que Maya semblait avoir la capacité de neurosynthétiser une personne, ce qui était exactement ce dont il avait besoin. Raka voulait que la fille l'aide à se calmer et à s'endormir. Et elle pensa avec horreur qu'il avait dû réaliser qui elle était. Mais comme la blonde ne pouvait en aucun cas retourner au temple, il valait mieux accepter les conditions du duc, ce qu'elle fit. Cependant, la blonde elle-même avait une autre condition qu'elle aimerait inclure dans leur contrat. Elle a déclaré que si un homme violait la clause de prise en charge, même une seule fois, la clause devait disparaître complètement. Raka la rassura et lui dit qu'il n'aurait aucun autre contact que ses mains. Cela a effectivement calmé la jeune fille, mais elle a décidé qu'elle aurait dû ajouter une clause supplémentaire à leur contrat avant de le signer. Elle voulait que le duc la protège du temple et la cache, quoi qu'il arrive. Elle devait tout faire avec soin et précision. Le jeune homme dit, un peu hésitant, qu'il pouvait faire tout ce qu'elle voulait, mais qu'il pourrait y avoir quelques difficultés avec le temple. Cependant, ils ont terminé leur discussion, et Maya a remis les papiers au duc pour qu'il les signe. Et après cela, Maya a pris le document. Elle devait signer les papiers de toute urgence avant que le duc ne change d'avis. Elle laissa sa signature à l'endroit indiqué et renvoya le contrat au duc, qui entra en vigueur à partir de ce jour. Les yeux du gars se sont arrêtés sur un petit détail. Il a demandé s'il était vrai que le nom de la fille n'était pas Mémire, comme elle le disait. La jeune fille sentit que quelque chose n'allait pas, mais avoua au duc que son vrai nom était Maya. Cela frappa le duc incroyablement fort, et il se figea, sentant comment tout en lui se glaçait à cause de ce qu'il entendait. Pourrait-elle vraiment être cette Maya du temple de Téritos? Sentant que quelque chose n'allait pas, Maya s'est précipitée pour se cacher dans sa chambre. C'était peut-être juste un coup de chance, mais le contrat avait déjà été signé, donc tout aurait dû bien se passer maintenant. Alors que Maya sortait du bureau de Raki, elle pensait qu'elle n'avait pas besoin de s'inquiéter de l'avenir, car le duc savait tout à partir de maintenant. Elle ne pouvait pas non plus arrêter de penser au fait que ses pouvoirs affectaient Raka et qu'il en était conscient. Pourrait-elle accepter d'utiliser ses pouvoirs sur un homme sans qu'il le sache? Même si vous y réfléchissez, c'était différent d'une bénédiction, et c'était bien qu'elle puisse utiliser ses pouvoirs au lieu de les donner. Mais pourquoi diable Rake avait-elle soudainement besoin de ses capacités? Alors qu'elle réfléchissait à tout cela, elle fut trouvée par les jumeaux, qui couraient déjà joyeusement vers elle en l'appelant. Les enfants la regardèrent à travers la porte qui donnait sur la terrasse et lui demandèrent de jouer avec eux, car elle avait déjà parlé à son frère. Maya regarda dans la rue et demanda aux jumeaux ce qu'ils faisaient là. Ils étaient accrochés aux balustrades de la terrasse, sans atteindre le sol. La fille leur a dit qu'il était dangereux de se pendre comme ça et leur a demandé de descendre. S'ils font ça, elle sortira vers eux. Les enfants obéirent, et en quelques minutes, la fille était à côté d'eux dans la rue. Elle leur a demandé ce qu'ils faisaient. Aïcha a dit qu'elle ne voulait pas s'entraîner, alors elle s'est enfuie et Delkin l'a suivie. Les enfants ont séché les cours. La blonde pensait que les jumeaux étaient assez paresseux, mais elle pouvait les comprendre. Quand Maya allait à l'académie, elle ne voulait pas non plus bachoter, et s'enfuyait souvent des cours quand personne ne regardait. Avec un lourd soupir, la blonde décida de ne pas punir les enfants pour avoir séché les cours. Cela a quelque peu surpris les enfants, qui avaient peur d'être jugés. Les yeux d'Aïcha s'illuminèrent, et elle répéta qu'elle aimait vraiment la prêtresse. Delken a noté que leur frère était également tombé amoureux des charmes de sa belle-fille, mais Aïcha était furieuse du fait que sa jumelle appelait Maya ainsi. Le garçon a essayé de la convaincre que Raka épouserait certainement une blonde à l'avenir, mais la brune a répondu qu'elle ne le permettrait pas. Soudain, l'attention de la fille s'est portée sur la prêtresse, et elle lui a demandé qui Maya aimait le plus, elle ou Raka. La blonde était vraiment désolée de l'admettre, mais et si elle n'aimait vraiment aucun des deux? Mais elle ne pouvait pas le dire. Delcaïn a dit à sa sœur que c'était une question stupide,
car bien sûr Maya aimait plus leur frère aîné, mais Aïcha a protesté. La brune souligna comme argument que si la prêtresse avait davantage aimé Aïcha, elle n'aurait pas hésité avant de répondre. Aïcha, offensée, les quitta, et Delkin s'approcha de sa belle-fille et lui suggéra que dans ce cas, ils jouent ensemble sans Aïcha. Mais la jeune fille a entendu cela et n'était pas d'accord avec cette issue des événements. Les enfants ont commencé à tirer la blonde par les bras, dans différentes directions. Delcaïn a proposé de montrer le manoir à la jeune fille, et Aïcha a assuré qu'elle connaissait le manoir mieux que son frère et qu'elle le lui montrerait elle-même. Mais soudain, la jeune fille arrêta son discours passionné et se figea un instant, regardant la blonde droit dans les yeux. Maya a demandé à Aïcha si elle allait bien, et Aïcha a demandé à Maya ce qu'elle venait de lui faire. La fille, ne comprenant absolument rien, dit qu'elle n'avait rien fait, mais la brune lui ordonna de ne pas lui mentir. Aïcha a dit à son frère que la prêtresse avait utilisé cette étrange astuce sur elle, dont le jumeau aurait dû être au courant également. La jeune fille sentit pendant un instant que ses forces avaient disparu, et son cœur manqua définitivement un battement. Mais la sensation était agréable. Cependant, elle pensait qu'elle devenait folle parce qu'elle aimait ça. La blonde pensait que la même chose était peut-être arrivée à l'enfant, comme cela était arrivé à Raka à l'époque, dans la hutte. Peut-être que Maya a utilisé ses capacités par accident cette fois aussi, sans même se rendre compte de ce qu'elle venait de faire. Pour tester sa théorie, Maya a demandé à Aïcha de lui tenir la main à nouveau, mais elle a reculé et a catégoriquement refusé. Alors la fille pensait que tout allait bien avec Delkin. Alors pourquoi sa capacité fonctionnait-elle sur Aïcha et Rak? Maya lui a demandé s'il se sentait étrange lorsqu'il lui tenait la main, ce qui a mis Delkin en colère. Le garçon croyait qu'Aïcha avait menti sur ses sentiments et qu'elle l'avait fait pour paraître bien aux yeux de sa belle-fille. La blonde avait peur que maintenant leur relation puisse se détériorer à cause d'elle et que les jumeaux se disputent. Maya a alors demandé à Delkin de s'approcher et a dit qu'elle pensait qu'Aïcha disait la vérité. Lorsque Delcaïn a demandé comment sa belle-fille savait cela, elle n'a pas pu trouver de réponse sans s'exposer elle-même et Rak. Alors, au lieu de dire la vérité, Maya a dit qu'il n'était pas dans la nature d'Aïcha de mentir aussi effrontément. Le garçon était d'accord avec cela, mais doutait toujours des paroles de sa sœur. Maya lui a suggéré d'aller calmer le jumeau. Puis Delcaïn demanda sombrement si Maya voulait aller se promener avec Aïcha, mais la blonde pensa que c'était plus amusant ensemble. Le garçon voulait s'y opposer, mais il accepta et dit qu'il obéirait à sa belle-fille. Elle lui sourit largement, s'accroupissant un peu pour être à son niveau et caressant les cheveux de la brune. Le garçon s'est approché de sa sœur pour la rassurer, mais il a semblé empirer les choses avec ses remarques méfiantes. Il a demandé à Aïcha si sa belle-fille lui avait fait quelque chose de mal, mais la fille a dit qu'au contraire, elle se sentait plutôt bien. Delcaïn dit alors que puisqu'elle aimait ça, elle n'aurait pas dû reculer et se comporter comme ça. Peut-être qu'à la fin, la belle-fille épouserait vraiment le frère, ce qui signifie qu'ils doivent être en bons termes avec elle. Aïcha, comme une enfant capricieuse, a recommencé à parler du fait qu'il n'aurait pas dû permettre à son frère de l'épouser. La fille s'est approchée de la nounou et s'est excusée. À bien y penser, c'était sa faute et Maya a dû lui donner une bonne leçon. Décidant de changer de sujet, la jeune fille demanda à Aïcha quand elle lui ferait visiter le château. Elle avait hâte de tout voir. Mais la fille se souvint que la jambe de la prêtresse lui faisait mal, ce qui signifiait qu'elle ne pouvait pas aller voir le château pour le moment. Mais la blonde insista pour une promenade et, pointant son doigt dans une direction au hasard, suggéra de partir de cet endroit. Mais dans la direction que Maya indiquait, il y avait leur frère. Il fallait faire le tour, sinon les jumeaux auraient eu des ennuis pour absentéisme. Maya sentit une petite main fragile tirer sur sa manche, attirant son attention sur elle. C'est Aïcha qui a demandé à la prêtresse de lui prendre la main. Elle a accepté de se promener uniquement à cette condition. Maya trouva cette demande très douce et espéra que rien n'arriverait à Aïcha à cause de ses pouvoirs. Pour plus de sécurité et réduire les contacts, Aïcha prit la prêtresse par l'index, l'entraînant avec elle. La fille pensait que ce serait plus sûr de cette façon, mais la prêtresse n'était pas sûre que le moindre contact signifiait que le pouvoir était diminué. Mais ils s'arrêtèrent en là. Et puis Aïcha a demandé à Maya si elle pouvait appeler sa sœur. La fille a donné sa permission. Et après cela, elle et les jumeaux ont marché autour du château pendant un long moment, jusqu'à la fin de la journée. Elle s'est rapprochée des jumeaux et est ensuite retournée dans sa chambre. C'est étrange qu'un tel travail soit si bien payé.
La jeune fille n'avait besoin que de gagner 6000 kerks pour pouvoir quitter son emploi et vivre une vie libre et heureuse. En réfléchissant à cela, la fille entendit soudain des bruits étranges provenant de sous son lit. Elle décida de se pencher et de vérifier quelle était la source de ce bruit inhabituel. Eh bien, où qui était la source? En regardant sous le lit, la fille découvrit que 2 yeux étincelants la regardèrent depuis l'obscurité, et elle sursauta immédiatement en arrière en criant. Le chevalier mystique, qui passait à proximité, accourut immédiatement au cri. Il a demandé à la nounou ce qui s'était passé. Elle lui répondit un peu nerveusement, comme si elle était tombée du lit par accident. Le chevalier lui a dit de faire attention. Après cela, le chevalier partit, et un petit raton laveur sortit de sous le lit. C'était Teritos sous les traits d'un nouvel animal. Maya a trouvé le choix de Dieu mignon, mais un peu sale. Il espérait que la jeune fille apprécierait ses efforts. Il pensait que puisqu'il était mignon, elle l'aimerait, mais elle lui a dit une chose tellement méchante. Maya a dit que la saleté restait de la saleté. Teritos l'informa qu'il était venu lui parler de ses pouvoirs. La fille attendait cela depuis longtemps, alors elle était heureuse. Dieu suggéra qu'il s'assoie sur le lit, car le sol était dur, mais la fille dit qu'elle ne lui permettrait pas de monter sur le lit propre. Après cela, elle a même accidentellement poussé Teritos si fort que le pauvre raton laveur s'est envolé loin d'elle, heurtant un pot de fleurs. Elle l'a immédiatement pris dans ses bras et s'est excusée pour son erreur. La fille avait peur que le dieu soit blessé. Après cela, Teritos a décidé qu'il ne prendrait plus jamais la forme d'un raton laveur, car elle avait une attitude très dure envers lui. Elle lui demanda de ne pas se mettre en colère, en disant ironiquement que le miséricordieux Teritos ne pouvait pas être en colère contre la fille. Il dit d'un ton maussade, mais Maya sait choisir les bons mots. En fait, elle pensait qu'il serait offensé, mais cela ne s'est pas produit. Après cela, le raton laveur a commencé à lui expliquer que des phénomènes étranges avaient recommencé à arriver à Maya parce qu'elle ne lui avait pas donné sa bénédiction. La fille lui a demandé pourquoi cela se produisait, à cause de la bénédiction, et pourquoi sa capacité était liée à la fleur de Shakira. Teritos a rapporté que la fleur était digestible lorsqu'elle était prise en quantité acceptable et avait un effet stimulant. Pour faire simple, la fleur de Shakira avait également les propriétés d'un substitut de filtre d'amour. Elle ne l'avait jamais contacté depuis son retour. Donc, la capacité ne pouvait se manifester qu'au contact. La fille a réprimandé le raton laveur pour ne pas lui en avoir parlé tout de suite, et il a répondu qu'il était venu en courant dès qu'il avait découvert leur contrat. Il lui rappela une fois de plus qu'elle pouvait tout arranger si elle bénissait Kines, mais la fille ne voulait pas en entendre parler. Maya l'attrapa par la peau du cou, et d'un ton menaçant et provocateur, demanda au dieu de répéter ce qu'il venait de dire. Il a exigé qu'elle le laisse partir, mais la blonde voulait que le dieu lui parle d'abord d'une autre façon d'utiliser le pouvoir. Le raton laveur a dit qu'il y avait une relique similaire à son énergie et qu'elle devait être isolée. La blonde demanda alors si Dieu pouvait lui apporter une de ces reliques, ce qui offensa grandement Teritos. Il n'était pas obligé de l'écouter, mais la jeune fille l'intimidait tellement qu'il accepta de lui faire une telle faveur. Une fois qu'ils eurent tout réglé, Teritos était sur le point de partir. Mais la fille avait une autre question à laquelle elle voulait connaître la réponse. Teritos lui a dit que si elle utilisait ses pouvoirs, avec des intentions pures, les capacités n'auraient aucun effet sur elle. Et ces pouvoirs ne pouvaient pas affecter les gens ordinaires, mais seulement les gens qui avaient des capacités. Puis Maya réalisa que ces pouvoirs n'avaient aucun effet sur Delcaïn, car il n'était pas un magicien noir comme Aïcha et Raka. La jeune fille avait beaucoup de mal à croire que le simple fait de la toucher produisait l'effet d'un aphrodisiaque ou d'un filtre d'amour. Voilà donc la différence entre le personnage principal et les figurants. Le pouvoir de la pluie pouvait tout simplement endormir les gens, contrairement aux siens. Mais Maya ne pouvait pas contrôler ses pouvoirs. Elle était si heureuse de travailler ici, et maintenant, elle n'était sûre de rien. La fille a été très fatiguée ces derniers jours. Et plus moralement que physiquement, alors je voulais juste oublier. Les regrets n'ont rien pu changer, hélas. Si vous ne faites rien, rien ne changera. Alors la fille a décidé qu'il valait mieux s'essayer de faire semblant, plutôt que d'accepter la situation. Elle a dû faire face. Perdue dans ses pensées, elle n'a même pas remarqué comment elle s'est endormie. Et elle s'est réveillée parce que la femme de chambre la réveillait. La fille s'est présentée comme étant Rita. Elle travaillait dans l'aile est du château, et Raka l'avait maintenant envoyée chez la nounou. Le duc demanda à appeler Maya, bien qu'il soit déjà minuit passé, et que tout le monde dans le château dormait déjà. La blonde pensait que le contrat mentionnait demain comme premier jour ouvrable. Mais voilà, ça arrive.
La nounou a demandé à la servante de dire au duc qu'elle dormait. Mais les souhaits du duc, malheureusement, étaient plus élevés que les siens. La jeune fille n'avait pas d'autre choix que de se préparer et de demander à Rita de l'emmener dans la chambre du duc. Mais la femme l'arrêta et dit que la blonde devait d'abord se changer et mettre ses vêtements de nuit. Les servantes préparèrent une robe de nuit pour Maya et Rita la montra joyeusement à la blonde et la lui donna, l'envoyant se changer. Maya ne pensait pas que le duc avait besoin qu'elle change, mais Rita rigola, elle pensait le contraire. La jeune fille a essayé de se défaire de la persuasion de la femme et lui a rappelé que le duc lui avait donné la permission de ne pas se laver ni de changer de vêtements. Le garçon transmit ces mots à la servante, afin qu'elle sache que le duc était fidèle aux souhaits de la jeune fille. Mais de toute façon, Raka voulait que Maya soit à l'aise, car elle était déjà nerveuse, puisque c'était son premier jour de travail. C'est alors que Rita réalisa qu'elle, en tant que servante de la famille du duc, devait faire tout le nécessaire pour cela. Finalement, Maya changea de vêtements et se retrouva bientôt debout sur le seuil de la chambre du duc. Remarquant que la fille était enfin arrivée, le gars lui a suggéré d'entrer enfin dans la pièce et de ne pas rester dans le passage. Elle se sentait assez mal à l'aise et embarrassée, ne comprenant pas comment elle devait se comporter et quoi faire. Des mots résonnaient dans ma tête selon lesquels, en quantité modérée, ses pouvoirs étaient apaisants, mais qu'avec un contact fort, ils étaient un stimulant. Elle savait qu'elle aurait dû éviter tout contact, jusqu'à ce que Teritos lui apporte la relique sacrée dont il avait parlé. Remarquant l'anxiété de la fille, le gars lui a demandé si elle avait des problèmes qui la troublaient. Elle a dit non. Raka dit alors que dans ce cas, qu'elle enlève sa robe et s'allonge à côté de lui. Maya demanda avec anxiété pourquoi elle avait besoin d'enlever sa robe, et Raka expliqua qu'il faisait tout simplement trop chaud dans la pièce. La fille a catégoriquement refusé de l'enlever. Le gars n'a pas compris. Elle n'aurait pas chaud dans un peignoir et sous une couverture. Mais la blonde a tenu bon. Elle décida qu'il valait mieux s'accoupler plutôt que de laisser Raka voir sa chemise de nuit. Puis la brune commença à soupçonner que la fille cachait peut-être quelque chose sous sa robe. Elle en rit, lui assurant que ce n'était pas le cas. Mais Raka pensait que c'était tout à fait possible, étant donné le comportement étrange de Maya. Pour tenter de détourner les soupçons du duc, Maya justifia ses inquiétudes en disant qu'elle avait des problèmes pour s'échapper. Le gars y croyait et disait que la fille de Dieu elle-même ne ferait jamais de telles choses avec de mauvaises intentions. Parce que Raka la harcelait constamment, au lieu de parler calmement, la fille ressentait de la tension autour de lui. La brune dit soudain que, même s'il ne savait pas ce qui l'avait fait fuir du temple, il l'aurait caché à sa place aussi. La blonde était heureuse de constater que la brune la comprenait et ne la condamnait pas pour être trop secrète. Peut-être qu'il n'était pas si mauvais. Le gars, remarquant la prévenance de la fille, lui a demandé pourquoi elle avait un air si stupide, et la fille a instantanément changé d'avis. Elle dit, offensée, que son regard n'était pas du tout stupide, et fronça les sourcils. Raka s'est rapproché d'elle et a souri. En fait, il discutait de tout cela avec elle uniquement pour la détendre. Il s'appuya contre les oreillers et dit avec un sourire qu'il serait mal à l'aise de dormir avec un homme qui ressemblait à une bûche d'excitation. De plus, si elle était mal à l'aise, est-ce que cela le faisait se sentir mieux? Ils avaient une relation mutuelle. C'est pourquoi ils avaient besoin l'un de l'autre. La jeune fille ne pouvait s'empêcher d'être d'accord avec les paroles du duc. Quand elle s'est finalement calmée, le gars s'est allongé sur le côté, soutenant sa tête avec sa main, puis l'a invité à s'allonger à côté de lui. Toujours blessée par les paroles de Teritos, Maya espérait que Raka lui permettrait de dormir séparément pendant au moins une journée. Le gars s'est assis sur le lit et lui a demandé ce qui s'était passé cette fois-ci. Maya a demandé qu'on lui accorde 2 jours supplémentaires. Elle espérait que 2 jours suffiraient à Teritos pour lui apporter la relique promise et qu'elle pourrait alors coucher avec Raka. Le duc lui a fait remarquer qu'elle rompait le contrat. La fille lui fit signe de partir, disant qu'il ne l'avait pas encore payé. Le contrat contenait une clause stipulant qu'en cas de violation, Maya paierait une amende 3 fois supérieure au montant du salaire perçu. Mais comme Raka ne lui avait encore rien payé, elle n'en était pas responsable. Elle se dirigea vers la porte, mais dès qu'elle l'atteignit, la brune la plaqua contre le mur. Il lui semblait que la prêtresse essayait tout le temps de lui échapper. Maya a dit que ce n'était pas du tout le cas, et Raka a répondu que dans ce cas, il ne voulait pas attendre encore 2 jours entiers. Ayant réussi à voir le visage du duc de près, Maya pensa que le gars avait l'air très fatigué. Depuis combien de temps est-il éveillé? Raka devenait de plus en plus en colère, à chaque seconde qui passait. Il voulait comprendre pourquoi la fille le faisait attendre pendant 2 jours entiers.
réalisant qu'il la rendait nerveuse avec sa proximité, Raka s'éloigna. Mais il voulait savoir pourquoi la blonde l'évitait toujours. Le gars voulait parler honnêtement. Alors il lui prit la main. Mais Maya comprenait parfaitement de quoi ce contact était chargé. Elle essaya de retirer sa main avant que son pouvoir n'affecte Raki. Mais le garçon était plus fort qu'elle. Et l'instant d'après, les capacités eurent à nouveau un effet stupéfiant sur Raka. Il s'est figé sur place. Immédiatement, un sourire apparut sur le visage du duc, et sa voix devint douce. Elle savait que cela arriverait. Ne voulant pas empirer la situation, Maya repoussa le jeune homme et lui dit de se tenir à quelques mètres d'elle et de ne pas s'approcher. Elle espérait que Raka lui-même partirait maintenant. Quel effet avait-elle sur lui et pourquoi lui avait-elle demandé de lui donner 2 jours de plus? L'effet s'est dissipé assez rapidement et il a repris ses esprits. Raka remarqua avec tristesse qu'il perdait la tête à cause d'un si petit contact. Il s'assit sur le lit et baissa la tête. Il savait que plus la zone de contact était grande, plus il était difficile de maintenir la raison. Mais quand il lui tenait simplement la main, tout allait bien. Comme l'a dit Raka, il y avait donc une exception. Maintenant, Maya comprenait pourquoi le contrat stipulait qu'elle devait dormir main dans la main. Cependant, Raka la laissa partir pour cette nuit-là. La fille sortit immédiatement de la pièce et la brune resta assise seule, fixant avec irritation le sol de la pièce. En marchant dans le couloir, Maya essayait de comprendre pourquoi elle se sentait si mal à l'aise. Pourquoi Raka voulait-elle tant coucher avec elle? Pourquoi fallait-il que ce soit elle? Raka ne pourrait-il pas, comme l'empereur Kinès, dormir sans la fleur de Shakira? Si c'était vrai, Maya était extrêmement surprise. Peut-être aurait-elle dû lire l'histoire originale plus attentivement. Raka était allongée sur le lit dans sa chambre et pensait à quel point il était difficile de croire ce qui s'était passé au simple toucher de sa paume. Il se doutait que cela pouvait arriver, mais cette fois, le gars a réalisé quelque chose d'autre pour lui-même. Les émotions que Maya lui a transmises étaient définitivement du désir, pas seulement un effet de pouvoir. Le jeune homme se couvrit le visage avec ses mains et se retourna sur le côté. Pourquoi ne pouvait-il pas dormir et avait-il un manque de maîtrise de soi? En entendant un coup étouffé à la porte, le gars se redressa. Est-ce que Maya est de retour? Mais la porte s'ouvrit légèrement, et ce ne fut pas Maya qui entra dans la pièce, mais Aïcha, qui ne parvenait pas à dormir et souffrait également d'un mal de tête. Elle s'est approchée de son frère aîné et l'a serré dans ses bras. La fille a dit que Delquin s'était déjà endormi, mais qu'elle n'y parvenait toujours pas. Aïcha dit que dans ses tentatives pour s'endormir, elle avait déjà compté 1000 moutons, mais le sommeil ne lui venait toujours pas. Raka pensait que cela devait être dû à l'utilisation de la magie noire. C'est pourquoi il était contre le fait qu'Aïcha l'étudie. Chaque fois qu'Aïcha lançait son sort, son corps devenait plus faible et sa magie plus forte. À partir de là, les inquiétudes et les peurs ont surgi. Le duc a essayé de persuader sa sœur d'arrêter d'utiliser la magie noire, mais elle était têtue et a dit qu'elle y réfléchirait. Raka voulait désespérément empêcher les jumeaux de devenir malheureux, mais l'éducation cruelle de leurs parents l'empêchait de protéger les enfants. On a appris aux jumeaux à ne pas montrer leur faiblesse, et on leur a également dit que la magie noire d'Intia était une capacité unique. Les parents croyaient que la souffrance était le prix du pouvoir. Lorsque Raka atteignit l'âge adulte, il bannit le vieux duc et la duchesse. S'il avait su plus tôt les conséquences de la magie noire, il n'aurait jamais permis aux enfants de souffrir ainsi, mais il était trop tard. Aïcha pensait que Raka était simplement en colère, parce qu'elle ressemblait beaucoup à son frère aîné. Par exemple, Shirom lui a dit que lorsqu'elle était têtue, elle ressemblait beaucoup à l'aîné Intia. Raka était heureuse de parler au Cétra, mais il était temps de dormir. Alors il lui a dit d'arrêter de faire l'idiot et d'aller se coucher. Le gars la prit dans ses bras et la jeta sur le lit à côté de lui, la recouvrant d'une couverture. La fille n'avait pas d'autre choix. Le jeune homme lui a dit de fermer les yeux et d'essayer de se rendormir. Aïcha a accepté à contre-cœur de réessayer. Après avoir parlé avec son frère, la tête d'Aïcha a même cessé de lui faire mal, et il lui a dit d'aller dormir avant que la douleur ne revienne. Aïcha a dit que ce jour-là, il y avait une odeur particulièrement agréable dans la chambre de son frère, et que cet arôme était très relaxant. Un instant plus tard, la fille réalisa quelle était cette odeur, et elle demanda avec colère à son frère s'il avait vraiment couché avec sa petite sœur. Le lendemain, le temps dehors était magnifique, et le soleil éclatant illuminait les toits du château d'Intia. Maya s'est réveillée assez tôt et a bu du thé. Il n'y avait rien de mieux le matin qu'une tasse de boisson chaude. Alors qu'elle buvait du thé, Rita a soudainement couru dans la pièce
et a commencé à crier qu'Aïcha avait soudainement disparu quelque part. Rita a dit qu'elle passait devant la chambre d'Aïcha. Les portes étaient ouvertes et la pièce elle-même était étonnamment vide. Maya était bouleversée que cela se soit produit lors de son premier jour de travail. La servante a dit que Raka n'était pas encore au courant. Rita a supposé qu'Aïcha s'était simplement éclipsée avant le cours d'étiquette une fois de plus, ce qu'elle faisait souvent. Maya a alors demandé où elle pouvait essayer de chercher la fille, mais Rita a dit que la brune n'avait jamais été retrouvée. Cela a causé des problèmes à la nounou précédente. La blonde était irritée qu'Aïcha ait décidé de commencer la guerre tôt le matin. À la recherche de la fille, Maya a fait le tour du domaine et a décidé d'appeler Delquin. Mais Rita a répondu qu'il cherchait également sa sœur. La blonde sortit sur son balcon et remarqua par hasard Delquin, qui creusait dans le jardin. Il y avait un petit animal couché dans un petit trou devant lui. Maya a vu que Delquin enterrait un écureuil, mais a décidé de n'en parler à personne, gardant son secret. La nounou n'eut même pas besoin de chercher longtemps. Bientôt, Aïcha elle-même accourut vers elle et commença à lui demander si Maya avait vraiment couché avec son frère. La blonde excitée répondit avec assurance à la fille que ce n'était pas le cas. Pourquoi une brune poserait-elle une question pareille? Mais la fille n'était pas satisfaite de la réponse de la jeune fille. Elle lui ordonna de ne pas lui mentir et de dire toute la vérité sur elle et son frère. Maya répéta ces mots, mais Aïcha désigna Rita et demanda pourquoi la servante était si embarrassée à ce moment-là. Bouleversée, Aïcha a crié à sa sœur que coucher avec Raka était trop. Comment pouvait-elle faire une telle chose? La fille a dit que Maya n'avait pas encore couché avec elle. Alors comment osait-elle coucher avec Raka avant elle? La nounou a essayé d'expliquer que Rita était gênée pour d'autres raisons. Mais la fille aux cheveux noirs était sûre qu'elle avait raison. Essayant de sortir d'une manière ou d'une autre de la situation actuelle, Maya a alors suggéré à Aïcha qu'elles couchent ensemble si Raka le permettait. Aïcha a dit qu'elle réglerait tout. La servante admirait à quel point la fille était fiable, que Maya lui fasse autant confiance. La jeune fille afficha un sourire radieux et demanda si Maya croyait vraiment que la brune serait capable de parvenir à un accord avec Raka. Maya, bégayant légèrement à cause de la nervosité, répondit que bien sûr elle croyait au pouvoir de persuasion de sa jeune sœur. Soudain, Shirom entra dans la pièce et demanda avec irritation à Aïcha ce qu'elle faisait dans les quartiers de la nounou. Le jeune homme rappela à la plus jeune qu'il était temps pour sa leçon d'étiquette, mais la fille séchait effrontément les cours. Shirom l'a menacé en lui disant qu'il irait maintenant dire à son frère aîné qu'Aïcha s'était mal comportée. La fille était très en colère que Shirom la piégeait comme ça, et il lui a demandé de ne pas jouer avec son nom quand il était en colère. L'instant d'après, Aïcha avait déjà quitté la pièce. La blonde fut surprise de voir à quel point la fille était obstinée. La nounou sourit. Elle comprenait parfaitement le caractère et le comportement des petits et pourquoi elle était en colère. Shirom tourna alors son attention vers la fille et s'excusa de ne pas s'être présenté à elle tout de suite. Il l'a réparée. Maya trouvait le nom Shiroma drôle, car il se traduisait littéralement par « Je déteste le travail ». Elle essaya de ne pas rire. Shirom a emmené la fille à la bibliothèque et lui a dit qu'elle pouvait garder un œil sur les jumeaux ici et leur rappeler leurs cours. L'assistante du duc lui a également rappelé que son devoir était d'empêcher les enfants d'avoir des ennuis. Le gars lui a souhaité bonne chance, en disant qu'il pensait qu'elle était une bonne nounou et qu'elle s'en sortirait certainement. Maya le remercia. Shirom lui fit également visiter le château et lui montra que les chambres des jumeaux se trouvaient dans l'aile ouest et que la salle à manger s'y trouvait également. Si elle avait suivi le couloir directement, elle aurait pu arriver directement dans cette aile. Au fait, la chambre du duc se trouvait également là. Shirom a expliqué que le bâtiment principal était principalement destiné aux événements, au travail et au divertissement. Lorsqu'ils arrivèrent au bon endroit, le gars lui montra la chambre de Delcaïn et Aïcha. Maya le remercia. Le jeune homme s'est excusé, car il aurait dû lui montrer tout cela plus tôt. La nounou pensait que Shirom parlait très bien. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas rencontré de telle personne. Plus je le regardais, plus je comprenais qu'il était un homme gentil et honnête. À ce moment-là, une autre personne est soudainement apparue dans le couloir. C'était une femme grande et âgée. Maya ne l'avait jamais rencontrée auparavant. Elle n'avait donc aucune idée de qui elle était, mais la femme était habillée décemment. La première chose que cette brune a dite était son indignation que Maya lui ait prétendument bloqué le chemin. Shirom, pas du tout surpris, dit que la leçon était apparemment terminée. Il a présenté la blonde comme la nouvelle nounou. À ce moment-là,
Maya avait déjà réussi à deviner qui se trouvait devant elle. Alors elle salua la comtesse Tite. Mais au lieu de la saluer en retour, la brune dit avec mépris et ennui que Maya était habillée comme une mendiante. La femme a également déclaré que la blonde devait être d'origine très basse, littéralement issue d'esclaves. Shirome se leva pour la défendre et dit à la comtesse qu'il y avait apparemment eu un malentendu. Il a rapidement exprimé son désaccord avec la déclaration sévère de la femme et a déclaré que la nouvelle nounou n'était pas une esclave. La comtesse pensait toujours avoir raison, mais suggéra à la jeune fille de lui raconter ses origines afin de la convaincre du contraire. La nounou a immédiatement pensé que Shirome ne devait pas connaître la vérité. Seule Raka savait qui elle était vraiment. La comtesse a continué à exprimer sa position de manière agressive. Elle a entendu dire que le duc avait récemment visité le marché aux esclaves. Elle pensait que c'était parce qu'il manquait de nounou, mais Shirome lui assura que la nounou n'avait rien à voir avec ça. Essayant de mettre fin à la conversation pacifiquement, Maya suggéra que la comtesse était probablement pressée, elle pourrait parler plus tard. Mais la femme devint encore plus mécontente et dit qu'elle ne pensait pas qu'il pourrait la croiser à nouveau. Et puis elle a immédiatement dit qu'elle plaisantait. Mais Maya ne perdit pas son sang-froid et rit calmement aux paroles de la comtesse. Quand elle a demandé pourquoi la fille riait, Maya a répondu qu'elle pensait que la comtesse aimait plaisanter, mais apparemment non. La patience de la femme s'est épuisée, et elle, en colère, s'en est pris à la blonde pour une telle impudence. Mais à ce moment-là, Aïcha et Delcaïn se précipitèrent dans le couloir pour voir ce qui se passait derrière les portes de leur chambre. Les enfants ont remarqué que la comtesse s'était jetée sur leur nounou et ont commencé à l'accuser de vouloir frapper sa petite sœur. La brune, pour ne pas mettre en colère les jumeaux, fit comme s'ils venaient de se rencontrer et souhaita bonne chance à Maya. Mais les enfants, voyant que la comtesse s'accrochait à Maya, interprétèrent cela comme si la femme venait de la frapper à l'épaule. Entendant les cris des enfants, le duc apparut également dans le couloir, mécontent qu'ils fassent tant de bruit et se disputent ici. Les garçons ont joyeusement fait signe de la main à leur frère, disant qu'il était arrivé juste à temps. Maya avait déjà réussi à l'oublier. Les enfants ont demandé à Raku s'il savait ce qui avait été fait à sa petite sœur. Il répondit d'un ton maussade qu'il l'avait entendu se faire frapper. La comtesse salua le duc d'un air excessivement poli. Maya a essayé d'expliquer à Antia qu'ils s'étaient tous trompés, mais la femme fut la première à s'excuser et à dire qu'il y avait un malentendu et qu'elle n'avait pas essayé de frapper la nounou. Elle a dit que les jumeaux la blâmaient uniquement parce qu'elle les grondait pendant le cours. Elle a menti très habilement. Mais comme les jumeaux n'avaient pas été grondés aujourd'hui, ils s'empressèrent de le dire, et la comtesse leur assura qu'elle les avait grondés pour leur retard. La blonde ne pouvait pas permettre que les jumeaux soient réprimandés plus tard, pour quelque chose qu'ils n'avaient pas fait à cause d'elle. Maya s'est immiscée dans la conversation des anciens, et a soudainement admis que la comtesse avait effectivement essayé de la frapper. Elle raconta qu'ils s'étaient rencontrés par hasard ici, et que la brune l'avait alors traitée d'ancienne esclave. La comtesse a essayé de se rétracter, pour prouver que cela ne s'était pas produit. Mais Maya a obtenu le soutien de Shirome. L'assistant du duc a confirmé que la blonde disait la vérité. Et après cela, le duc ne voulut plus écouter les excuses de la femme. Delcain a suggéré de manière inattendue et cruelle de simplement tuer la comtesse pour un comportement aussi arrogant et dur envers leur nounou. Le duc demanda quelles étaient leurs raisons, et le garçon répondit que la femme avait insulté la nounou et accusé Aïcha de mentir. Raka acquiesça d'un ton sombre, disant que cela équivalait à un manque de respect envers lui. Donc sa culpabilité était évidente. Aïcha, toute joyeuse, proposa de transformer la femme en poudre pour cela. Il s'avère que désormais, les jumeaux n'avaient plus besoin d'aller en cours. Maya avait peur qu'Aintia puisse vraiment la tuer. Alors elle s'est précipitée vers le duc et lui a dit sérieusement que cela ne pouvait pas être fait. À ce moment-là, elle réalisa qu'elle n'avait pas remarqué comment elle avait touché Raki. Maintenant, il devait changer, mais en même temps, elle ne pouvait pas le laisser partir. Qu'est-ce que le gars allait faire dans cette situation? La brune s'adoucit et demanda pourquoi la comtesse ne pouvait pas être tuée. Maya a répondu qu'il n'était pas dans son intérêt de regarder une telle chose. Le duc suggéra alors de ne pas la réduire en poudre, mais de la réduire en poussière, mais la blonde dit que c'était la même chose. Le gars a suggéré l'une après l'autre de nouvelles options sur la façon dont il pourrait traiter la pauvre femme coupable. Le duc a déclaré avec assurance qu'il ne tolérerait pas que son peuple soit traité de cette manière. Il ne pouvait surtout pas permettre à quiconque de toucher et de blesser Maya. Son confort était important pour lui. Il semblait à la fille que plus elle touchait Raka,
Plus l'effet devenait fort la fois suivante. La blonde lui assura qu'elle ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter. Il n'aurait pas dû tuer la comtesse. Il y aurait des conséquences. Elle a promis qu'elle était prête à tout faire pour lui, mais elle voulait vraiment que le gars l'écoute dans ce cas. Raka ajusta ses mèches légères avec sa main et remarqua en souriant à quel point la fille était gentille et noble. Il lui a dit qu'il avait réalisé qu'il n'aurait pas dû tuer, mais plutôt prendre soin de la blonde, ce qui la rendait heureuse. La brune esquissa un doux sourire et dit à Maya que si elle le voulait tant, il ne tuerait pas la femme. Ayant atteint son objectif, la blonde repoussa le duc loin d'elle, mettant ainsi fin à l'effet des attouchements. Pendant tout ce temps, Delcaïne a dû fermer la bouche de la méchante Aïcha, qui voulait être outrée par la proximité de ses aînés. Aïcha voulait toujours qu'il punisse le fier parvenu, mais le duc suggéra plutôt qu'il se calme et qu'il déjeune. La famille Entia, accompagnée de Maya, descendit dans la salle à manger, où une table avec des plats somptueux avait déjà été dressée pour eux. La jeune fille se figea en regardant la table dressée, à quel point tout ce que les cuisiniers avaient préparé avait l'air délicieux. Sa bouche salive de faim, et Raka lui demande de reprendre ses esprits et d'arrêter de se comporter étrangement. Tout le monde a commencé à manger, et pendant le déjeuner, Delcain a remarqué que sa sœur ne mangeait à nouveau que de la viande. Alors il a suggéré d'essayer les pommes de terre. Aïcha a dit que les pommes de terre de sa sœur avaient un goût différent, et que celles-ci étaient faites comme pour les végétariens. Cependant, Delcain lui tendit une assiette de pommes de terre, et lui dit qu'elle était faite à partir des mêmes ingrédients. La fille l'a essayée, mais elle n'a pas aimé du tout le goût ni l'apparence du plat, et elle s'est mise en colère à cause de cela. Maya a demandé à la fille de cracher sur la serviette, si elle n'aimait pas la nourriture, car sinon, un tel comportement était inacceptable. Aïcha, entendant qu'on la grondait, demanda si Maya la détestait à cause de ses manières, et si elle refuserait désormais de coucher avec elle. En entendant ces mots, le duc fronça les sourcils et demanda à sa sœur de quoi elle parlait. Aïcha a alors dit à son frère que la nounou avait dit qu'ils pouvaient dormir ensemble. Elle pensait que son frère le savait déjà. Maya pensait que pour son propre avenir, elle devait se ranger du côté d'Aïcha. Elle a admis qu'elle avait promis cela. Le duc était clairement mécontent. La brune a soudainement déclaré que sa sœur coucherait avec elle à partir de ce jour. Le frère demanda sévèrement si c'était vrai. Dans ses yeux violets, on pouvait lire soit du ressentiment, soit des étincelles de colère et de causticité. La fille essayait de faire comprendre à la brune, par des gestes, qu'elle pourrait discuter de tout plus tard, pas devant les enfants. Mais le duc ne comprit pas l'allusion, et voyant sa gesticulation active, lui demanda seulement si elle se sentait mal. La brune a dit à la femme de chambre d'apporter des médicaments pour son tic nerveux, mais Maya s'est levée d'un bond, lui assurant qu'elle allait bien. Elle voulait expliquer au duc ce que signifiaient ces clins d'œil, mais les enfants les regardaient, alors elle a dû rester silencieuse. Alors la jeune fille se résigna et se rassit tranquillement à sa place. Elle a admis qu'elle était effectivement fatiguée. Delcain ne pouvait pas ignorer cela et demanda à la fille si la nounou était vraiment si fatiguée. Maya a confirmé et a dit qu'elle se sentirait probablement mieux immédiatement après avoir mangé et s'être reposée, donc il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. À ce moment précis, Aïcha mangea la pomme de terre, voulant faire plaisir à la jeune fille par son obéissance. Elle a admis qu'elle ne pouvait plus manger. Et après cela, la fille a soigneusement recraché quelques pommes de terre dans une serviette, ce qui n'a pas moins plu à Maya. La nounou était contente qu'Aïcha ait corrigé son habitude immédiatement après ses paroles et ne pouvait s'empêcher de féliciter la fille obéissante. Maya a dit qu'à ce rythme-là, Aïcha pourrait bientôt commencer à manger des légumes. La fille était heureuse des éloges. Le duc rappela que la nounou devait encore prendre les médicaments, et il fit semblant de ne pas avoir entendu parler de leur accord avec Aïcha. Aïcha était indignée. Pourquoi se souciait-il de savoir si la fille dormait avec la nounou ou non? Mais Raka a catégoriquement refusé sa jeune sœur. Alors, la jeune fille s'est emportée et a déclaré à haute voix que puisque Raka avait couché avec elle, la brune avait également le droit de le faire. Raka était embarrassée et a demandé qui avait dit cela à Aïcha. Elle répondit qu'elle avait demandé au serviteur, mais que son frère ne lui aurait pas dit la vérité. La brune a dit que si Maya couchait avec une brune, ce serait des heures supplémentaires. Alors il a refusé. La fille était bouleversée et pouvait à peine retenir ses larmes de ressentiment. Raka lui a demandé de respecter la vie privée de sa nounou. Maya était assise en silence, étendue. Elle s'est rendue compte que la situation était complètement hors de contrôle. Après le dîner, le duc quitta la salle à manger et se dirigea dans le couloir pour faire quelques affaires de son côté.
La blonde le suivit et voulut savoir où Raka allait et si elle pouvait discuter de tout. La brune s'est retournée et lui a dit qu'il se rendait simplement à son bureau personnel. La blonde lui a alors suggéré de retourner consoler Aïcha. Mais Raka a dit que la fille faisait trop souvent des crises de colère. Maya pensait que Raka était trop impoli. Et il lui a dit qu'il n'avait tout simplement pas réussi à dormir cette nuit-là. Finalement, le duc a avoué à la jeune fille qu'il ne pouvait tout simplement pas dormir sans elle. Il n'a même pas fermé les yeux après avoir perdu connaissance lorsqu'ils se sont rencontrés. Elle a demandé pourquoi cela se produisait. Le gars a dit que la famille Intia utilisait la magie noire. Maya aurait dû comprendre cela à cause d'Aïcha. Le prix qu'ils payaient pour utiliser leur pouvoir étaient les voix des morts, qu'ils pouvaient entendre chaque fois qu'ils fermaient dans les yeux. L'Empire se méfiait de la magie noire. Mais il existait un sort particulièrement interdit, qui permettait aux magiciens d'entendre les voix des morts. À ce moment-là, la blonde réalisa que Raki devait utiliser ce sort, et c'est pourquoi il cherchait maintenant la fleur de Shakira. Aïcha a essayé de s'approprier la nounou, et c'est pourquoi Raka était en colère. Si Maya couchait avec elle, il devrait souffrir sans dormir. Maintenant, la blonde comprenait pourquoi le gars agissait si étrangement. Elle pouvait comprendre ses motivations et ses expériences. À ce moment-là, Maya se souvint du fait que plus elle avait de contact avec Raka, plus elle avait de pouvoir. Soudain, Maya a demandé au gars ce qu'il comptait faire et a dit qu'elle allait l'endormir avec son consentement. Elle a expliqué que les jumeaux n'avaient de toute façon pas d'autre cours ce jour-là, donc elle pouvait lui consacrer son temps. La fille ne savait pas qu'il ne pouvait pas dormir, ou que la force fonctionnait même avec un léger contact. Mais maintenant elle le sait. Raka devait être terriblement épuisée, car elle était partie hier. C'est pourquoi elle lui a demandé s'il avait le temps. Elle a supposé, d'après la réaction du garçon, qu'il était occupé. Alors elle a dit qu'elle viendrait plus tard. Mais Raka a accepté. Il marcha rapidement dans le couloir, en direction de sa chambre, de sorte que Maya pouvait à peine suivre le duc déterminé. Il était difficile pour Raki d'admettre cela à voix haute. Alors il admit timidement qu'il était en effet en train de mourir d'épuisement. Ils entrèrent ensemble dans sa chambre. Les rideaux étaient bien tirés et il faisait suffisamment sombre pour un sommeil confortable. Maya lui a demandé s'il ne se sentait pas étouffé, parce que les rideaux étaient toujours tirés. Mais Raka n'aimait pas la lumière. Alors il était content. Le gars a dit que la fleur de Shakira était très difficile à obtenir, donc il ne l'utilisait pas tous les soirs. Il s'est avéré que la brune, à cause de son problème, devait dormir longtemps seulement une fois tous les 2 ou 3 jours. Maya a supposé mentalement que Raka dans le roman faisait des choses folles parce qu'il ne pouvait pas dormir et devenait fou. Raka s'assit sur le bord de son lit et appela la fille à lui. Pourquoi restait-elle figée sur place, à l'autre bout de la pièce? La fille a demandé si elle pouvait s'asseoir sur une chaise au lieu de s'allonger. Le gars a demandé si elle pouvait vraiment dormir sur la chaise. Maya répondit rapidement qu'elle ne pouvait pas. Alors Raka l'appela à nouveau et lui proposa de s'allonger à côté d'elle. Il pencha légèrement la tête sur le côté, la suppliant, espérant que la fille accepterait de coucher avec lui comme les gens normaux. La jeune fille était très gênée par la simple pensée de cela. Alors, elle expliqua qu'elle-même n'avait pas l'intention de dormir. Elle s'assit sur la chaise et dit qu'elle allait simplement s'asseoir là et regarder le duc dormir. Maya a soutenu qu'elle avait déjà suffisamment dormi, mais le duc a dit qu'il l'appellerait ensuite le soir. Raka a expliqué qu'il ne pourrait tout simplement pas dormir si quelqu'un était assis en face de lui et le regardait. La blonde se sentait un peu gênée de venir ici pour l'endormir, au lieu de dormir ensemble. Soudain, Maya a finalement accepté, car s'ils dormaient maintenant, cela signifiait qu'elle n'aurait pas à venir la nuit. Mais avant d'aller se coucher, la blonde voulait ouvrir les rideaux et prendre l'air pour se calmer. Raka n'a pas discuté, mais lui a demandé de s'asseoir sur le lit dans ce cas, afin qu'il puisse se changer en vêtements de nuit. Raka se dirigea vers sa garde-robe pour se procurer des vêtements confortables, puisqu'il avait le temps. La fille était assise sur le lit. Elle décida de fermer la fenêtre lorsque Raka revint, mais elle entendit des bruits derrière elle. Elle se retourna et vit Raku, qui était en train d'enlever sa chemise de jour. Elle ne pensait pas qu'elle le trouverait. Maya se détourna immédiatement, embarrassée, sentant à quel point ses joues étaient en chaude. Elle a fait comme si elle n'avait rien vu. Alors qu'elle se changeait, Raka lui a demandé où Maya regardait en ce moment et à quoi elle pensait. Elle a dit qu'elle regardait des papillons. La fille expliqua nerveusement qu'un papillon avait volé devant la fenêtre, puis changea rapidement de sujet, notant que Raka était entraîné. Il a confirmé cela en disant qu'il avait des séances d'entraînement à l'épée quotidiennes
auxquels il participait pour rester en forme. Lorsque Raka changea de vêtements, il demanda avec un peu d'indignation combien de temps la fille allait le regarder. Il a dit qu'il ne s'arrêterait pas si elle continuait à le regarder, et qu'alors Maya verrait d'autres parties de son corps. La fille embarrassée sauta de haut en bas et déclara avec enthousiasme qu'elle ne voulait rien voir d'autre du tout. Elle se détourna et ne put s'empêcher de penser que Raka était clairement le papillon le plus gonflé qu'elle ait jamais vu. Maya dit avec désinvolture qu'il faisait un peu chaud dans la pièce et que c'était pour cela que son visage devenait rouge, pour ne pas admettre son embarras. Raka lui a permis de prendre l'air avant d'aller se coucher, et il lui a demandé si elle voulait dire quelque chose. La fille a dit non. Elle y avait déjà pensé, mais il lui était encore difficile de comprendre quel genre de personne était Raka. Elle sortit sur le balcon de sa chambre et laissa la brise fraîche caresser sa peau avec un plaisir béat. Quelques instants plus tard, Raka regarda également sur le balcon et parla doucement depuis l'ombre. Charmant. Il a dit que Maya était belle avec les yeux fermés. Il ne se souvenait même pas de la dernière fois où il s'était détendu comme il l'avait fait avec elle. La fille ne s'attendait clairement pas à voir un côté aussi vulnérable de Raki. Elle ne savait donc pas vraiment comment elle devait réagir à cela. Mais au lieu de répondre, la fille réalisa qu'il aurait été préférable d'utiliser ses capacités et de calmer Raka avec des actions, pas des mots. Maya était curieuse de voir si son pouvoir fonctionnerait sur Raki de la même manière qu'il le faisait sur Aïcha s'il lui prenait le doigt. Le gars était visiblement surpris, et la fille a dit qu'il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait pris des vacances, qu'elle l'aiderait. Il serait bon qu'il profite de sa chance et qu'il retrouve la paix tant attendue. Le jeune homme lui sourit calmement et dit qu'il aurait probablement dû le deviner lui-même. Mais il y avait un problème avec le plan de la fille. La main de Raki était trop grande pour qu'il puisse tenir confortablement son doigt. Ils ont comparé leurs paumes sans se toucher et ont constaté que la main de Raki était trop grande. Puis Maya s'est assise sur le lit à côté de lui et lui a expliqué comment le gars devait s'allonger correctement lorsqu'il avait quelque chose en tête. Elle toucha la paume de Raki avec son petit doigt et lui demanda s'il ressentirait quelque chose. Elle était curieuse de voir si les pouvoirs fonctionneraient avec un contact aussi léger et si Raka se sentirait bien. En fait, le gars se sentait un peu plus calme. Maya lui demanda alors de fermer les yeux et il le fit docilement. Remarquant que le gars mentait calmement, elle lui demanda comment il se sentait. La brune dit avec un sourire béat qu'il comprenait maintenant ce que c'était que de se détendre au soleil, les yeux fermés. Il ouvrit les yeux et sourit avec gratitude à la fille. C'est seulement grâce à elle qu'il pouvait se sentir bien à nouveau. S'ils ne s'étaient pas rencontrés, le gars n'aurait pas pensé qu'il pourrait un jour se sentir aussi bien à nouveau. La jeune fille a dit avec assurance qu'à partir de maintenant, elle l'aiderait à ressentir cela chaque fois qu'il en aurait besoin. Mais l'instant d'après, elle réalisa que, sous l'influence du moment, elle avait laissé échapper quelque chose d'incompréhensible. Elle était un peu confuse et réfléchissait déjà à la manière de se justifier. « Est-ce que tu t'es mal exprimé ? Est-ce que tu te parlais à toi-même » La jeune fille a immédiatement décidé de justifier ses propos en disant que cette obligation était simplement inscrite dans son contrat. Elle avait besoin de se ressaisir. Rien de bon ne sortirait d'une relation avec le personnage principal du roman. Elle se leva et ferma les rideaux. Il a peut-être été gentil avec elle, mais Raka était un scélérat et le méchant le plus horrible et le plus cruel de l'original. Et l'apparence attrayante et séduisante de Raki n'a été donnée qu'en tant que deuxième personnage masculin principal. Elle ne pouvait pas laisser l'apparence et les manières du cardinal gris la tromper et l'amener à lui faire confiance. La pièce est devenue très sombre parce que les rideaux étaient enfermés. Maya pensait seulement à la façon dont elle ne devrait pas tomber amoureuse du duc. La fille s'est allongée sur le lit à côté de Raka, et ils ont convenu qu'elle toucherait à nouveau sa main avec un petit doigt. Raka put alors fermer calmement les yeux et sentir la chaleur et la paix se répandre dans tout son corps. Soudain, il demanda à Maya quand elle allait fermer les yeux et essayer de dormir.